Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Alain Bouillet, le délégué général du CESIN. Le CESIN, c'est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. En résumé, le club des RSSI français, francophones, on va dire. Et on va parler donc au cours de cette table ronde qui est 100% CESIN, du coup. On va parler des résultats, des problèmes qui ont été soulevés par la crise et des leçons que nous pouvons en tirer pour la suite. Alors, pour m'aider dans cette lourde tâche, j'ai trois éminents membres du CESIN et également administrateurs qui siègent au conseil d'administration du club. Alors, je commence par le bout de la table. Donc, Éric Doyen, qui est le directeur sécurité opérationnelle de Malakoff Médéric. Ensuite, nous avons Olivier Lignol, qui effectivement s'est écrit dessus et est vice-président au CESIN, mais il est aussi à temps perdu, directeur cybersécurité du groupe EDF. Et enfin, Philippe Loudneau, qui représente les grandes administrations ce soir, puisqu'il est FSSI des ministères sociaux. Alors, les répercussions de cette crise sanitaire, évidemment, s'annoncent profondes. On n'en mesure pas encore totalement la portée, puisqu'on est encore dans cette crise. Qu'est-ce que cela laisse présager pour la cybersécurité ? Nos entreprises ont été fortement impactées, évidemment, au plan économique. Elles doivent en prime veiller en plus à ne pas subir de crise cyber dans cette foulée. Donc en considérant le niveau très élevé de la menace et les fragilités qui apparaissent dans les périodes de transition, évidemment ce serait une mauvaise idée que d'entamer les budgets sécurité. Donc on verra ce soir si en effet c'est le cas ou pas. Et ces budgets sont plus que jamais nécessaires pour protéger l'activité métier des entreprises. Alors, il est sûrement, par contre, comme dans toute période de crise, nécessaire de se réinterroger sur nos priorités, sur ce que la crise nous a appris en tant que telle, ce qu'elle a transformé, quels nouveaux risques sont apparus, ceux qui vont peut-être se réduire naturellement, et ceux qui sont apparus à l'occasion de cette crise. Donc il est important et j'irais primordial de reconsidérer un petit peu notre roadmap cyber pour s'assurer de bien prendre en compte les transformations qui résultent de cette crise, mais aussi veiller à aligner cette roadmap cyber avec les changements stratégiques qui parfois vont s'opérer dans les entreprises, en particulier celles qui sont particulièrement touchées par cette crise. Alors, on va d'abord un petit peu parler des conséquences directes de cette crise qui a entraîné la mise en place volontaire ou subie ou l'adaptation de systèmes d'information existants. On a dit que le Covid était le meilleur allié de la transformation digitale. C'est sûrement vrai. On a vu des choses se mettre en place un peu plus vite que prévu. Donc on parle de transformation accélérée, de responsables sécurité qui ont dû donner quelques dérogations à leur politique sécurité, de nouveaux paradigmes. Et donc, messieurs, je voudrais vous poser quelques questions sur ces conséquences de la crise. Alors, d'abord, quelles ont été, selon vous, les transformations dans vos SI qui sont directement dues à la crise sanitaire, et est-ce qu'on peut imaginer que ces transformations vont se pérenniser ? Qu'est-ce que la crise a accéléré en termes de solutions, que ce soit du partage collaboratif ou autre ? Et puis peut-être nous dire aussi qu'est-ce qui va tendre à disparaître. Il y a peut-être des choses qu'on fera plus, en tout cas qu'on fera plus comme avant, et du coup peut-être des solutions qu'on va peut-être laisser sur le côté de la route. Donc je commence peut-être par allez, Olivier. Alors, alors les premiers éléments que la crise ont impacté immédiatement, c'est la problématique de l'arrivée très rapide du confinement, puisqu'on a eu, nous, des prédispositions sur les environnements de production critiques dans la semaine qui ont précédé,
ce qui veut dire qu'on a eu une sorte de mouvement de foule pour aller récupérer des postes fixes dans les journées de jeudi, vendredi, dans une perspective d'un confinement qui arrivait le lundi. Donc ça a posé pour quelques milliers de postes un certain nombre de problématiques. On a eu, comme tout le monde, des problématiques de taille de VPN, puisque je pense que, comme la majeure partie des grands groupes, on avait l'expérience des grèves du mois de décembre, où grosso modo, on avait entre 25 et 26 000 personnes connectées à distance en simultané. Et donc, dans le cadre de la gestion de la crise et du confinement, on est passé à 90 000 personnes connectées sur une société qui fait à peu près 165 000 personnes. Et puis, globalement, très vite, on a eu des effets induits au niveau sécurité, donc avec un lien direct avec la cellule de crise et le COMEX, sur des sujets un petit peu plus préoccupants, comme, par exemple, des sites qu'on appelle les sites sûrs, dans lesquels on déporte nos SI pour que les prestataires puissent travailler comme s'ils étaient à l'intérieur du SI du groupe EDF. Et du coup, évidemment, pour des raisons de hygiène et sécurité, il fallait vider ces sites et avoir des gens qui travaillent à distance, et ils n'avaient pas forcément été construits comme ça. Et puis, au niveau de la manière avec laquelle il a fallu s'adapter, c'est toutes les règles autour des accès, de la sécurité autour des accès, puisqu'on a évidemment saturé le SOC et l'ensemble des moyens de remontée d'informations autour de l'activité du VPN, et puis aussi la gestion de la sécurité autour du VPN, qui est devenu quelque chose qu'on n'aime pas du tout dans l'industrie, qui s'appelle un mode commun, puisqu'à partir du moment où on perd son VPN dans une condition comme ça, on perd toutes les connexions au niveau des systèmes corporels de l'entreprise. Philippe ? Alors, je vais commencer par positiver sur... Tu peux enlever ton masque. Je peux enlever le masque ? Oui. Positiver sur la partie Covid, puisque donc, je peux parler de l'administration centrale, mais j'ai l'administration centrale, des services déconcentrés et un peu plus de 40 000 opérateurs, tous différents. C'est la première fois que l'on arrive à monter des systèmes d'information en des temps records. Et quand je dis monter un système d'information, c'est depuis l'idée de base, l'analyse de risque, les tests d'intrusion et l'homologation finale. Je n'avais jamais vu ça, et pas de l'homologation tirée par les cheveux, une véritable homologation. C'est-à-dire que les produits qui ont été mis à disposition, conjointement avec la CNAM, avec la PHP, avec différentes structures, ce sont des produits qui aujourd'hui auront vocation à devenir pérennes, parce que en matière de sécurité, j'ai été bluffé sur ce qui a pu être fait. Le deuxième point, c'est j'ai des structures qui sont un petit peu fragiles en matière de sécurité. C'est de voir, sur un terme que je n'aime pas beaucoup, qui est le terme cyber, de voir apparaître ce que j'appelais la cybersolidarité d'éditeurs ou constructeurs qui ont profité du confinement pour nous proposer leurs services gracieusement et d'aider des structures de santé, je dirais, à passer le mauvais cap du Covid confinement. Maintenant, la grande difficulté, c'est que on se retrouve avec beaucoup de dérogations ou de mesures dérogatoires de beaucoup de structures qui ont pris le pli d'annoncer à crise exceptionnelle, moyen exceptionnel. Ça, c'est valable sur un laps de temps très court. Et à une seule condition, c'est une exigence de ma part sur mon périmètre, c'est faire de la dérogation, oui. On note quelle dérogation et on la suit dans le temps. C'est-à-dire qu'une dérogation, c'est borné dans le temps. Ça ne doit pas devenir du provisoire qui dure, comme malheureusement on voit trop souvent. Donc là aussi, après, des problématiques comme celle qu'a exposée Olivier, c'est de dimensionnement de réseau, tout d'un coup élargir les possibilités de connexion à distance. Moi, mettre des licences VPN, c'est une chose, mais il faut qu'en entrée, il n'y ait pas de goulot d'étranglement, il faut que l'information soit fluide. Mais enfin, je dirais en matière de sécurité, sur mon périmètre, plutôt positif. Très bien, Eric. Juste quelques... Ah oui, c'est vrai que je vais retirer ça aussi. Juste quelques chiffres. Alors je partage bien sûr à peu près les sujets de mes camarades. Juste deux chiffres de mémoire. Donc début février, 17% de télétravailleurs concernant le groupe. Un mois après, soit à peu près mi-mars, 96% de personnes en capacité de télétravail. Je pense qu'on a tous connu ce shift-là qui a été forcément induit par le confinement. C'est, en tout cas concernant le groupe,
pour vous donner quelques inputs, c'est 200 applications publiées sur le portail MyApps en 2 mois de temps. Donc ça, c'est de l'inédit, en tout cas, dans notre monde, qui est la protection sociale. C'est l'activation complète donc des clients dits lourds, puisqu'on a quand même des legacy très très importants réalisés en à peu près la même période, donc d'ici à peu près fin avril. Ça a été à peu près la période de temps pour publier en fait les applications via Citrix. Je dis bien capacité de télétravail, hein, on ne peut pas dire que c'est un monde miraculeux. Le chiffre, tout le monde l'a fait. Il y a des dispositifs, en tout cas opérationnels, qui n'ont pas pu être adaptés dans les temps, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le patrimoine applicatif d'un groupe comme le nôtre, c'est à peu près 1400 applications. Donc on s'est bien sûr concentré sur les majeurs, en tout cas ceux qui faisaient tourner l'entreprise. Un Rex rapide, ce qu'on a partagé hier, c'est un peu tous les dispositifs de PCA, comme on pouvait tout savoir. Donc une vraie remise en question en fait de tous ces plans, puisque là l'immédiateté en fait du confinement a fait que le plan qui doit se dérouler avec un certain nombre de séquencements a dû être complètement revu. Voilà. Je ne sais pas si ça répond en partie, mais c'est juste. Après, je partage tous les sujets, bien sûr, de VPN, comme ça a été évoqué par Philippe, qui sont à peu près communs à l'ensemble de nos entreprises. Alors, vous avez parlé de dérogation tout à l'heure. Il y en a une que pratiquement tout le monde a mise en œuvre, c'est l'expiration du mot de passe. Quand on travaille à distance, moi je suis un utilisateur, on va dire, moyen des systèmes d'information, ça n'a jamais fonctionné. Quand je suis un travailleur distant, le moment où le mot de passe expire, vous vous dites, ça c'est la cata, parce que ça va planter à un moment donné. Bon, comme on n'a pas été capable de remédier à ce problème-là depuis des décennies qu'existe le problème, effectivement, on l'a contourné en disant, puisque c'est la cata quand on change le mot de passe, on ne va pas demander aux utilisateurs de changer de mot de passe pendant X jours. Donc le X passant de 90 à 180, etc. Ça, c'est l'exemple type de mesure qu'on est peut-être plus à même de pouvoir remettre en place, parce que le jour où vous allez la remettre en place, c'est tout le monde qui va devoir changer son mot de passe, et les gens sont encore en télétravail pour beaucoup, et du coup, voilà. Donc la question, c'est peut-être plus à Olivier et à Eric, c'est est-ce qu'il y a des exemples comme ça de choses que vous avez auxquelles vous avez dérogé et qui va être compliqué finalement de remettre en place. Tu veux que je commence on a parlé d'un sujet aussi qui est autant que le mot de passe, qui est la partie split tunneling. Donc souvent des accroissements de consommation de bande passante avec ce pic. Donc on a été pratiquement, en tout cas tous, je connais une grosse partie en tout cas d'exemples. La seule contredira sur lequel on a dû justement bypasser nos fameuses règles de filtrage, en tout cas la maîtrise de ces flux sur Internet. On a eu aussi des problèmes de saturation, en tout cas nous, sur la partie aussi consommation des jetons, on en parlait VPN, donc les deux sont quand même très très liés. On a eu aussi une logique dérogatoire aussi liée, tu l'as dit, à la partie mot de passe, mais également un bénéfice quand même tiré par la crise, ça a été la généralisation, en tout cas nous concernant, du MFA. Donc l'authentification renforcée qui n'était absolument pas commune avant la phase de Covid et qui s'est trouvée généralisée. Donc les deux, on est nous en plein questionnement justement pour savoir si on revient justement à un mode antérieur sur la partie mot de passe, si 90 jours c'est quelque chose qu'on doit repérenniser ou si le fait d'avoir généralisé l'authentification renforcée n'est pas justement aussi quelque chose qui est suffisant. On n'a pas statué encore, pour ne rien cacher. C'est en effet un sujet où on s'était donné rendez-vous alors à la fin de la période de Covid. Et pour l'instant, elle n'est pas totalement finie, on est encore en plein dedans. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on a reprorogé, mais honnêtement sans avoir encore pris le temps d'y réfléchir. Alors rapidement, rapidement, nous on n'a pas fait de split tunneling, donc toute la problématique on l'a prise. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que du coup c'est des discussions que tu as en tête de DIRCOM et en COMEX pour prendre des slots, pour communiquer et pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Typiquement, pour ne pas avoir la problématique du mur des mots de passe, on a décalé les dates à laquelle on devait les renouveler
avec une sorte de décalage par tacite reproduction pour la dérogation, de manière à ne pas avoir un mur comme ça. Problématique des sauvegardes, des mises à jour, c'est pareil. En fait, on n'a pas arrêté de faire les mises à jour, on a prioritisé les mises à jour, et ensuite on a demandé aux gens de connecter, parce qu'on n'a pas fait de split tuning, de connecter leur machine, et on les a informés de ce qu'on était en train de faire. Et on a à chaque fois communiqué sur le comportement qu'ils devaient avoir au milieu, enfin un peu comme si on voulait passer des trains en urgence au milieu du trafic le matin, quoi. Au milieu des différents trafics qui, eux, étaient nécessaires pour l'activité opérationnelle récurrente. Et donc, les discussions qu'on a eues, c'était autour de qu'est-ce qu'on fait comme choix, on met tout le monde d'accord, rapidement, pour des questions de sécurité. Et ensuite, comment on le communique et comment on explique ça à plus de 100 000 personnes qui ne sont pas des informaticiens, de manière à ce qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire et qu'ils ne se disent pas qu'on donne des ordres erratiques dans tous les sens qu'ils ne comprennent pas. Alors sur ces évolutions, effectivement, il y a plein de choses dont on pourrait parler. On pourrait parler des VPN qu'on utilisait évidemment de manière un peu bestiale pour orienter le télétravailleur vers le réseau de l'entreprise. Mais quand on s'est rendu compte qu'avec ce même VPN, il arrivait sur le réseau de l'entreprise et la première chose qu'il faisait, c'était de ressortir sur Internet pour aller consommer ses applications sur le web, on s'est rendu compte que valait peut-être mieux filer l'accès direct aux applications, ce qui nécessite du coup aux services web depuis chez soi, depuis la sortie Internet de chez soi. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut évidemment peut-être des MFA et des choses comme ça pour compenser. Mais sinon, l'autre truc qu'on a aussi vécu au cul pratiquement de l'avion pour savoir si c'était pour nous les terminateurs de VPN ou pour d'autres, parce qu'on était un certain nombre, on a demandé le même matériel. On a vraiment vécu la même chose que ce qu'on a pu avoir dans le monde médical. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de la menace, parce qu'on a eu un phénomène pendant cette crise, effectivement, où on nous a abreuvé de chiffres absolument incroyables, des noms de domaine réservés par millions avec le mot Covid dedans, des multiplications d'attaques de phishing. Je crois qu'il y a eu 9 millions unitaires de types d'attaques repérées pendant le Covid pour vous vendre des masques et du gel au moment où vous pouviez pas en acheter, bien entendu. Mais en fait, tout ça, on se rend compte que ça n'a peut-être pas fait autant de dégâts que la presse a bien voulu le dire. Et du coup, on en reparlera après, mais peut-être que la vague de cyberattaques, elle a plutôt eu lieu après, et je dirais peut-être avec des circonstances qui sont pas totalement liées au Covid. Alors, qu'est-ce qu'il en a été chez vous dans vos trois organismes? Alors, on a bien choisi notre panel, hein, parce qu'on a un représentant éminent du monde hospitalier qui a quand même été assez visé avant, pendant et sans doute après. Mais les deux autres sont pas en reste non plus, puisque on a vu effectivement des ransomware chez des grands assureurs, mutualistes. Et puis, je sais pas trop dans l'énergie, mais enfin, il y en a eu pas mal non plus. Donc, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit panorama de vos constats propres, au-delà de ces campagnes, y compris de presse? Alors, on va rester sur l'aspect sanitaire. Aujourd'hui, les méchantes langues disent que si vous voulez un médecin en urgence, vous appelez BFM. Ils sont tous sur les plateaux. On a eu la même chose en début Covid, où on a des experts et des journalistes qui ont relayé en lançant un Tchernobyl informatique sur les établissements de santé, et de l'autre côté, des groupes de pirates qui annonçaient qu'ils faisaient une trêve des confiseurs sur les établissements de santé. J'ai autant l'une information comme l'autre, on l'a pris avec beaucoup de pincettes. Et quand on a un petit peu de connaissances sur le monde de la santé, on avait vu ça sur les rétex d'H1N1 ou d'autres grandes pandémies. Aujourd'hui, le modèle économique est clair, c'est essentiellement de la cybercriminalité. Donc, effectivement, on a vu des sites vendant du gel, vendant des masques, vendant le médicament miracle, vendant même des extraits de cigarettes, puisqu'à un moment donné, on a dit que la cigarette évitait le Covid, et proposé à tout un chacun, alors sur les établissements de santé bien sûr, sur le médico-social, beaucoup. Et puis, je pense que toutes les entreprises de France ont reçu à un moment donné des messages pour acheter du masque ou du gel pas cher. Il pouvait arriver que ce soit des boîtes sérieuses et vous pouviez faire une belle acquisition. Sinon, la plupart du temps, c'était une belle arnaque.
Il y a eu vraiment un modèle économique qui s'est monté là-dessus et qui continue, malheureusement. De l'arnaque également, de détournement de factures, puisque là, les robinets étaient quand même ouverts pour faire de l'acquisition de masques. Donc, où des sociétés annonçaient avoir des factures en cours. Et les gens, dans la précipitation, n'ont pas toujours fait montre d'une grande surveillance de ces messages-là et se sont fait avoir en termes financiers. En termes d'attaques pures, j'ai eu, en fait, ce ne sont pas réellement des attaques, 2 incidents sur les établissements de santé, puisque nous avons cette grande chance, c'est qu'aujourd'hui, nos chiffres sont accessibles en toute transparence. On ne saura pas sur quel établissement c'est arrivé, sauf quand la presse s'en empare. Donc les 2 incidents, c'est l'AP-HP, effectivement, qui a eu une tentative de déni de service, et puis un autre hôpital qui a eu un cryptovirus, mais j'ai rien de particulier pendant la période Covid. Merci. Eric, côté assureur. Alors, en termes de constat, oui. Enfin, il y a eu toujours, pareil, la menace opportuniste et puis la menace ciblée. Sur la menace opportuniste, il y a eu un volume plus important. Il y a eu justement des rebonds, entre autres sur des campagnes Microsoft. Donc on a eu en tout cas un doublement ou un triplement de tout ce qui reprenait justement les fausses mires type MFA, etc. Je pense que ça, vous avez dû en avoir. Donc ils sont assez difficiles à détecter, mais qui néanmoins soit installe un crypto, soit installe en fait une logique plutôt de backdoor avec quelque chose de dormant et qui va recommuniquer et souvent se font filtrer, justement dans la logique d'exfiltration avec le port qui tente d'ouvrir, en tout cas de communiquer. Ça, on a eu, oui, mais les impacts restent mineurs. Donc, on a beaucoup aussi communiqué lors du confinement. Donc, je vois bien sûr sur la partie humaine, et je pense que ça a été un des leviers importants. Sinon, les infras ont tenu. Moi, je suis aussi un petit peu en écart, comme Philippe, avec la réalité de tous les chiffres qui ont été lancés. Oui, il y en a eu plus. Après, dans quelle mesure, je pense que c'est assez loin des chiffres publiés. Enfin, nous concernant, en tout cas, avec ce que j'ai pu observer. Olivier, un complément là-dessus ? Alors, très rapidement, ce qu'on a fait tout de suite pour des questions de posture au niveau de la gestion de crise dans le groupe, on a activé nos cellules de crise qui se réunissaient une fois par jour pendant les premières semaines du confinement, puis après, ça s'est étiolé au fur et à mesure, mais elle est toujours active, donc on en a une 40aine de réunions. Maintenant, on est sur une base hebdomadaire pour constater finalement qu'il ne se passait pas grand-chose. Par contre, ce qui était intéressant, mais ceci étant dit, c'est bien de se coordonner dans ces cas-là quand on est tout à distance. Ceci étant, et ils ont demandé à ce qu'on le maintienne. Ceci étant dit, dans le cadre, on a des collèges au sein du CESIN et donc j'anime le collège des grandes entreprises et administrations. Donc on a un réseau sécurisé pour échanger des AIOC, des informations. On a notamment Eric Fraissinet de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale qui est avec nous sur ce réseau de communication. Et donc on a tout de suite eu de la visibilité. Et donc on a constaté ce qui vient d'être dit. C'est qu'Eric, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il voyait vraiment un shift de toute la partie criminalité sur ces aspects-là. Mais très clairement, ce qui vient d'être dit est exactement ce qu'il constatait. Par contre, ce qu'on a constaté depuis, c'est que dans le cadre de ce qui s'est passé, on a tout digitalisé. Et que donc, on a multiplié les risques et les enjeux autour de sa digitalisation. Donc maintenant, moi, je vous rappelle, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vécu un été infernal, parce que depuis qu'on a confiné, on a quand même 2 gros cryptolockers par semaine qui tombent. Chez nous, c'est les partenaires. Maintenant, ça commence à être assez connu. Moi, quand le partenaire il n'est pas transparent avec moi et qu'il ne me notifie pas, je coupe. Donc moi, j'ai en permanence 6-7 entreprises où tous les liens sont coupés et j'ai des gens des métiers qui m'expliquent qu'en fait, ils ont des activités et donc il faut traiter les impacts métiers. Donc ça, c'est une réalité. Derrière ça, il y a de l'espionnage. Donc il ne faut pas se voiler la face. Et donc, avant de cryptoloquer, il pique les données et donc dire est-ce que le cryptolocker, il peut se répandre, ce n'est pas la question. C'est une des questions. L'autre question, c'est si l'attaquant, il a des données sur vous, qu'est-ce qu'il peut faire contre vous? Et puis le dernier point, qui est aussi assez inquiétant, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de cas de fraude. Enfin, c'est humain. Et donc, quand on a une grosse masse d'humains qui sont tous digitalisés, et ben, ceux qui fraudaient avant d'une manière peut-être un peu plus physique, aujourd'hui, ils sont déportés sur un aspect numérique. Et tout ça cumulé, ça a amené une grosse charge de travail du côté de la défense. Alors, peut-être rapidement, une question pour Philippe. On a parlé du premier mort cyber, je sais pas quoi, crypto, machin, en Allemagne. Bon, moi ça m'étonne quand même que, compte tenu de l'éloignement
des centres de santé et du fait que quand un hôpital effectivement est cryptoloqué, par définition on ne peut pas accueillir des malades. Enfin en tout cas, et on n'a jamais entendu parler de ce genre de sujet en France. Est-ce que c'est parce qu'on cache la poussière sous le tapis ou c'est l'Allemagne qui en a fait un peu trop? Je pense qu'il y a un journaliste allemand qui en a fait un peu trop. En France, on a eu le premier cas considéré comme des morts induits par le numérique avec Toulouse et Épinal. Il y a un peu plus de 5000 personnes impactées quand même et des décès. Donc ça, c'était les problèmes de radiothérapie. WannaCry en Angleterre, le NHS et certains chercheurs du NHS annoncent, alors je me méfie des chiffres annoncés puisqu'il y a toujours un gap important, mais annonce 800 morts induits par WannaCry en Angleterre. Alors ce ne sont pas des morts directes par le numérique, ce sont des morts induits, ce sont des effets collatéraux malheureusement. Mais effectivement, quand un service d'urgence n'a plus de régulation, on ne sait plus où déposer le patient, en fonction de l'état de santé du patient, il peut être patient ou impatient. Et malheureusement, l'issue est fatale. Je pense qu'en France, on a eu ce genre de cas, très clairement. On essaye de l'éviter. Maintenant, ça fait partie des risques, c'est prévenir les services de régulation. Et ça, c'est un des points, et je suis ravi d'avoir réussi, grâce à 2 députés, d'avoir imposé dans la loi de santé le fait que ce soit obligatoire de remonter les incidents de sécurité. Ce n'est pas pour avoir les attaques ou avoir du quantitatif. C'est pour pouvoir appuyer les petites structures, mais surtout permettre aux autorités sanitaires, notamment les agences régionales de santé, de pouvoir, je ne vais pas dire au claquement de doigts, mais le plus rapidement possible, redéfinir l'offre de soins. Ce que l'on appelle redéfinir l'offre de soins, alors je peux prendre un exemple, puisqu'il a fait la une des journaux, le CHU de Rouen qui se fait attaquer à un moment donné, le fait qu'on ait eu l'information le jour même, quasiment à l'instant même, où la DSI et le RSSI ont été informés de l'incident, ça permet de dire aux services d'urgence, les patients, vous ne les apportez pas à Rouen, essayez plutôt de les dispatcher en urgence sur Caen ou Le Havre. Donc, en matière de santé, en fonction de l'état du patient, bien sûr, c'est toujours la temporalité qui va jouer. Si je prends les attentats de Nice, alors ce n'est pas un incident cyber, mais le fait d'avoir l'information rapide, les premiers patients ont été amenés dans un hôpital privé. Donc là aussi, c'est faire jouer public-privé en coordination pour garantir l'offre de soins sur un territoire. Alors, sans transition, je voudrais qu'on parle un peu d'argent. Des orientations budgétaires. Je savais que tu allais en venir là. Comment ? Je savais que tu allais. Oui. Donc vous l'avez vu évidemment dans un contexte de crise économique découlant de cette crise sanitaire. Se faire une idée de ce que vont être les ambitions, les efforts en matière de budget consacré à la cybersécurité de 2021, c'est quand même quelque chose d'assez incertain. Donc j'ai plusieurs questions sur ces budgets cybersécurité qui étaient en phase de croissance jusqu'en mars dernier. Alors, question 1, est-ce qu'ils vont connaître un ralentissement ? Question 2, si oui, est-ce que c'est lié finalement au fait que il y a moins de projets métiers qui vont se faire parce que l'activité d'une entreprise va diminuer, donc il y aura moins de projets et donc il y aura moins de choses à sécuriser. Et la meilleure sécurité, c'est quand même les projets qui ne se font pas. Ou alors, effectivement, comment finalement ça va être quoi le levier de croissance de la cyber pour au moins 2021, qui va quand même être une année un petit peu compliquée. Je sais pas, Olivier, tu m'as souvent parlé de ton budget là depuis plusieurs semaines. Oui, parce que j'ai été perturbé par les conséquences. En fait, le budget est effectivement en croissance. En tout cas, chez nous, il y a une volonté au sein de l'ensemble des acteurs, mais pas que au niveau du COMEX, aussi sur les têtes des directions et des filiales, d'investir ce qu'il est nécessaire d'investir dans la sécurité. Et avant l'ensemble de ces épisodes, effectivement, on avait des prévisions budgétaires qui étaient sur une croissance. Depuis
l'ensemble de l'impact économique est passé par là, donc on a une réduction des coûts. Du coup, on est en train de réduire les coûts, ça a été annoncé publiquement, et donc ça a limité la croissance du budget cyber. Et ce qui me gêne, c'est comme l'a expliqué très bien Guillaume dans son introduction tout à l'heure, il a expliqué que c'est la 7e année qui vient et que malheureusement, ça fait 7 fois qu'il explique que la menace monte, mais je pense que la menace, elle monte, et donc ça crée un schisme. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tout ça, ça nous a rapproché des métiers, au niveau de la gouvernance des métiers, et ça, on l'est de plus en plus. Mais aussi, l'impact, c'est que pour financer la sécurité, on tue encore plus de projets. Et donc, c'est pas qu'il y aura moins de projets et donc moins de sécurité à mettre, mais c'est que surtout, on entrave la capacité de l'entreprise à se développer aussi rapidement qu'elle aurait voulu, parce qu'il faut bien financer la partie sécurité. Et donc, ça peut avoir un impact assez redoutable d'un point de vue économique. Eric ? Quoi dire de plus? Non, alors nous, il y a eu, en fait, la crise a eu plutôt très peu d'impact en fait sur la vision budget cyber. C'est vrai qu'on n'était pas tout à fait à la même échelle qu'Olivier, mais en fait, on avait pas mal préparé en fait l'exercice, je dirais l'exercice 2020, et du coup, l'impact crise a plutôt fait naître des opportunités. Donc, on a justement plus boosté sur des opérations qui étaient planifiées. Plutôt d'ailleurs en charnière pour certaines sur 2020-2021. Je citerai des sujets liés à la partie à la sphère Microsoft, comme la partie ATP, tout ça qui a pu être boosté en fait, et on a été vraiment plutôt opportuniste sur le sujet. Et puis on a amené aussi d'autres projets du coup en perspective liés au shift vraiment massif sur le cloud. Je pense également à des sujets comme le CASB, qui était quelque chose sur lequel on a eu la demande de le ramener à une perspective plus proche que celle qui était prévue, donc qui était plutôt en S2 2021. Voilà, donc c'est plutôt un effet. Alors on a essayé de bien communiquer, on a été, je pense, présent, mais comme beaucoup d'entre nous, sur toute la partie crise. On en a parlé, on a été pragmatique sur la partie aussi risque, et ça je pense que c'est le maître mot qui est ressorti là sur toute la partie des travaux des commissions. Et je pense que ça nous a fait être aussi plus crédibles. Du coup, moi, on ne m'a pas demandé, alors que ça touche quand même, la crise économique touche quand même chacune de nos structures. Il ne faut pas se voiler la face. On n'a pas dû rogner, en tout cas, je n'ai pas eu la demande de rogner sur le budget sécurité, tel qu'on l'avait, encore une fois, projeté début 2020. Ça viendra peut-être. Philippe ? Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, étant multisite, multitête, alors les budgets pour certains vont être multipliés par 800, mais 0 par 800, ça fera toujours 0, malheureusement, sur des toutes petites structures qui n'ont pas les moyens, très clairement. Nous avons eu un exemple récent et un témoignage récent où un budget de fonctionnement hospitalier d'un CHU, c'est grosso modo entre 700 et 800 millions. Le budget dévolu à l'IT, c'est 1,8%. Je vous laisse imaginer la part dévolue à la cybersécurité. Quand l'équipe avait pris ses fonctions, le budget sécurité était de 50 000 € par an. Voilà. Donc, en revanche, non, il y a une augmentation. D'abord, grande chance, c'est qu'il y a eu un grand mouvement au niveau du ministère en 2018 et 2019, qu'il y a eu une feuille de route numérique en santé et l'affirmation et le maintien de cette affirmation par notre nouveau ministre, c'est que la transformation numérique ne peut pas se faire s'il n'y a pas deux fondamentaux de base, c'est l'interopérabilité et la sécurité. Et ça, c'est maintenu. Il y a des budgets à la clé, donc il y a une augmentation de budget sur ces sujets-là. Donc c'est plutôt bien, une belle dynamique. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que les métiers, et ça c'est une nouveauté, on les inclut dans ces budgets pour vraiment leur montrer qu'ils sont acteurs de la sécurité au premier chef. Que le RSSI, il est là pour indiquer les risques, indiquer des solutions d'abaisser ces risques ou de les contourner. Et là, c'est vraiment un travail commun et c'est la première fois que l'on arrive à ce type de résultat. Alors, on n'arrête pas au Césin de demander de sonder nos membres. Je ne peux pas résister à la tentation. Combien dans la salle, si vous êtes en charge de ces sujets-là évidemment, ont un budget 2021 qui est prévu en augmentation ? 5. Combien de budgets seront flat ?
Un peu plus. Et combien sont en baisse? Pas beaucoup. 3, 4. Ouais, ça reflète bien, en effet, le sondage qu'on avait fait pendant le Covid, pardon, où en gros, la grosse moyenne, c'était en effet des budgets flat. Mais alors du coup, si vos budgets sont sinon flat ou en augmentation, qu'est-ce que vous mettez en haut de la pile? Alors évidemment, pour Philippe, ça va être un peu compliqué comme question, compte tenu de ton secteur, parce que la pile n'est pas la même en fonction de ce que tu couvres. Alors pas tout à fait compliqué, puisque donc depuis 2019, nous menons une grande campagne de renforcement de la cybersécurité dans les établissements de santé, en coordination avec l'ANSSI, des audits qui sont menés et l'Agence du numérique en santé. Le constat, c'est un manque de cloisonnement et surtout un manque de cartographie. Donc là, aujourd'hui, ce qui va être utilisé, c'est vraiment des outils pour aider à cartographier l'ensemble des dispositifs numériques, que ce soit dans l'IT ou dans la partie OT. Alors dans l'OT, j'entre dans un hôpital, la partie GTC, GTB, l'énergie, le biomédical, qui n'était absolument pas opéré jusqu'à présent. Donc avoir une cartographie de tout ce qui est numérique, avoir une cartographie de tout ce qui est vulnérabilité ou exposition de vulnérabilité sur Internet. Parce que là aussi, il y a beaucoup de portes ouvertes dans un hôpital. Et puis le deuxième point, c'est comment cloisonner ou faire de la segmentation de réseaux, puisqu'on a quand même beaucoup de réseaux à plat. Et qu'à un moment donné, c'est comme en bateau, il faut mettre des cloisons étanches de façon à pouvoir isoler tout ou partie d'un système. Et puis après, ça va être de l'aide sur les PCA, PRA, notamment les mesures, les procédures dégradées, montrer qu'un professionnel de santé, ce sera moins agréable, mais peut aller derrière un appareil de radio, par exemple, connecter une machine et avoir les résultats. C'est vrai qu'il ne sera pas tranquillement dans ce bureau, il va falloir qu'il fasse un tout petit peu de marche à pied. Ok. Olivier ? Alors, comme le bateau, même s'il est cloisonné, s'il se fait complètement ouvrir tout le flanc sur le nord de l'Atlantique, il finit par couler quand même. Il y a une problématique aussi liée à la réalité opérationnelle au niveau de l'état de la menace actuelle, en plus avec des attaquants qui commencent à interagir sur les mêmes cibles. Et donc, il faut prendre un certain nombre de constats et d'enseignements et revisiter ces différentes priorités pour dépenser son budget. À mon avis, le premier point, c'est que personne n'est à l'abri d'un gros cryptolocker qui bloque tout et qui fait qu'on perd le contrôle, mais personne. Et donc, il faut prendre comme hypothèse que ça va peut-être nous arriver. Ce qui veut dire deux choses. Il faut ralentir l'attaquant. Donc, je vous rejoins tous les deux. C'est de la gestion de risque, je suis d'accord avec vous. Et donc, faire en sorte de cloisonner, faire en sorte de rendre plus résilient, d'appliquer les bonnes règles et tout ça. Bon, ça limite la capacité de l'attaquant, mais ça ne va pas forcément l'arrêter. Premier point. Deuxième point, c'est d'être capable aussi de pouvoir voir avec les métiers, avec l'ensemble des acteurs, mais je parle de vraiment voir, et ça on le fait de plus en plus, de ce qui est absolument critique. Pour nous, c'est fournir, distribuer de l'énergie. Après, il y a peut-être d'autres services qui ne sont pas forcément au même niveau critique. Je ne parle pas d'une criticité au sens de la survie de l'État, mais plutôt au sens de la raison de l'entreprise ou de l'organisation. Et le dernier point, et c'est le corollaire à ça, et je pense que nous, acteurs de la cybersécurité, on a un gros rôle à jouer, c'est qu'attendre qu'à la fin on nous dise vous étiez incompétent, on vous dégage parce que vous avez fait avoir, mais ça n'a aucun sens de réagir comme ça à la fin. On va plutôt appréhender ça. Et donc je crois beaucoup au plan de protection ultime, c'est-à-dire finalement je suis dans la même situation que toutes les victimes qui ont vécu ça, certaines sont dans la salle. Eh ben, je me mets à la place de ce qu'ils ont dû faire eux quand il a fallu sortir quelques PC et essayer de reconstruire en partant de rien. On peut peut-être préconstruire les différents éléments du partant de rien avec les métiers en leur disant le minimum qu'on peut vous garantir sur le non critique, mais le lien qui vous sera nécessaire, c'est ça, et on construit au fur et à mesure. Et c'est peut-être le bon moyen ultime de réaction minimale qu'on peut avoir. Merci. Est-ce qu'il y a des... On va conclure du coup parce que j'en fais des grands signes. Il va falloir évacuer la salle. Le temps passe trop vite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors s'il y a des questions, vous parlez fort. On va éviter de se passer les micros. Non ? Pas de questions ? C'était clair ? Alors du coup, moi j'en ai une petite dernière. On a applaudi les infirmières et le monde de la santé pendant la crise. On aurait pu applaudir les informaticiens qui ont tenu le cap pendant cette crise aussi. Peut-être que les COMEX vous ont vu un peu plus qu'à la coutume. En tout cas, le DSI sûrement, vous sans doute.
Comment tout ça, finalement, le discours autour de la cybersécurité, et en cette période évidemment un peu spéciale, comment ça se passe au niveau de vos COMEX? Ils ont été attentifs pendant les mois de montée en charge du confinement, puis après ils sont passés à autre chose, ou ça devient quelque chose d'assez récurrent dans leurs préoccupations? Je vois que, Olivier, tu ris dans ta barbe. Oui, je ris dans ma barbe parce qu'en plus, j'ai changé de DSI. Entre le départ de mon DSI qui est parti pour rejoindre le COMEX de Thales fin avril et l'arrivée de mon nouveau DSI qui est arrivé début septembre, c'est simple. On est passé d'un stade où tout le monde applaudissait et tout le monde était content, bravo les gars, on a pu survivre, etc., à un stade, dis donc, vous coûtez cher, maintenant il va falloir faire des économies. C'est ça qui s'est passé. D'accord. Et les autres, Olivier, Eric? C'est pas facile à prendre après. Oui, faut rebondir là. Non, je pense que en fait on est resté nous assez discret, mais parce qu'on a un DSI qui est plutôt quelqu'un qui est très sensible, donc on a vraiment de la chance là pour le coup, et je pense qu'il a animé sans. L'idée n'était pas de faire peur non plus, donc je pense qu'il a animé juste à la bonne mesure en fait le COMEX. Ce qui fait qu'on a accru en termes de confiance, et ça c'était important, sans pour ça qu'on ait été présent. En fait, le RSSI et encore moi-même, on n'a pas été plus présent, puisque lui en était le bon porteur. Donc c'était pas nécessaire qu'on monte au créneau, ni d'agiter quelques chiffons jaunes que ce soit. Donc on a été à la fois bienveillant, je pense intelligent dans les choix qu'on a gérés avec la direction des risques. Voilà, on a fait des dérogations comme tout le monde. Le monde n'était pas parfait, mais on était dans une logique d'urgence. Donc, et du coup, le COMEX nous en a quand même remercié aussi. Alors Philippe, toi, tu n'as pas de COMEX, tu es un ministre? J'ai des ministres. Tu as des ministres? J'ai des ministres, j'ai des directeurs d'hôpitaux autonomes. Déjà, j'ai laissé tomber les termes de cybersécurité, etc. Je ne veux plus en entendre parler. Parce que dans l'esprit de ces gens-là, c'est anxiogène. Parce qu'à chaque fois, on leur parle du Coréen du Nord qui est particulièrement fourbe. Et on a l'écoute 5 minutes, culture homme de salon, et puis après, c'est oublié. En revanche, je réutilise les termes du Césin, c'est protection de l'information et sécurité, enfin sécurité de l'information et du numérique. Et là, l'écoute est complètement différente. Leur parler des impacts, et effectivement, les RSSI qui ont fait ça pendant la crise Covid se sont retrouvés intimement liés à la cellule de crise des établissements. Au niveau du ministère, ça a été la même chose. Nous étions vraiment en étroite coordination. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, petit message. De temps en temps, c'est ne pas utiliser des termes qui font peur aux chefs. Il faut des termes qui les flattent un petit peu et leur expliquer que voilà, on contribue, je dirais, à la bonne marche et au bon fonctionnement du dispositif. Et là, je vous garantis, jusqu'à présent, je n'avais jamais, j'ai toujours eu l'accès assez facile au niveau des cabinets ministériels, mais là, c'était plus d'une fois par semaine en direct. Oui, on en a le témoignage au nombre de réunions du Césin que tu as ratées, oui, avec ces convocations intempestives. Toujours pas de questions dans la salle? Non, pas de regrets. Bah, écoutez, il me reste à remercier nos intervenants en les applaudissant bien fort. Et puis donc le Césin, www.césin.fr, si vous n'êtes pas encore adhérent, vous pouvez nous contacter. Bonnes assises et prenez soin de vous.